Merci à vous. Merci de me proposer de vous parler un petit peu de la rougeole qui est effectivement dans l'actualité actuellement, hein, puisque on en entend parler depuis maintenant quelques mois, en tout cas depuis le début de l'année, et que je pense que c'est un sujet qui est important à connaître, à pas méconnaître, hein, puisque on a régulièrement des poussées épidémiques qui font qu'on est censé s'occuper, prendre en charge des patients et en particulier savoir en faire le diagnostic. Alors un petit mot de contexte, hein, je veux dire, je rappelle que la rougeole, c'est une de ces maladies dont l'OMS avait fait comme objectif l'éradication, hein, un petit peu comme la variole. Pourquoi? Parce que c'est un virus, hein, c'est un virus qui a un réservoir strictement humain. Donc, si on arrive à éradiquer ce réservoir humain, enfin pas le réservoir, mais le virus qui est dans le qui concerne l'homme, on pourrait se débarrasser de cette maladie. Pourquoi également? Parce que c'est une maladie qui est potentiellement grave, avec des complications neurologiques qui peuvent être dramatiques, et de façon générale, qui a une vraie mortalité. Alors évidemment, qui est très différent d'une population à l'autre. À l'échelle de l'OMS, donc à l'échelle mondiale, cette mortalité est relativement importante, puisque dans certains pays où, disons, le niveau sanitaire est plus précaire, la mortalité est plus importante que chez nous. Mais il ne faut pas oublier que cette maladie, elle est grave et qu'elle peut aller à la pire des complications, qui est le décès. Donc, il s'agit d'un virus, un virus ARN de la famille des paramyxovirus. Et globalement, ce virus fait régulièrement parler de lui parce que vous savez qu'en France, on a une recommandation, même une obligation vaccinale. Je reviendrai à la vaccination en fin de présentation, mais que malheureusement, cette couverture vaccinale n'est pas suffisante pour écarter tout risque de rougeole. Donc, je vous montre ici les données de Santé publique France que vous pourrez retrouver pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus d'informations et pour ceux qui aiment bien avoir l'actualisation régulière. Donc, sur Santé publique France, il y a des données qui sont régulièrement mises à jour, en particulier en situation épidémique, et que vous voyez ici. Donc, globalement, vous voyez sur les années passées, 2020, 2021, 2022, 2023, il existe des années où il y a un peu plus de cas de rougeole. Donc, il existe des phases d'épidémie de rougeole. Vous voyez, c'est 2021-2022 était très calme, comme pour beaucoup d'infections d'ailleurs. 2020 était une année où il y avait un petit peu plus de cas. Et vous voyez que sur l'ensemble de ces cas, par exemple en 2020 ou 2023, il y a quand même une part non négligeable de ces patients qui sont hospitalisés, dont certains ont des formes compliquées. Vous voyez, on est entre 10 et 15% de formes compliquées, et certains se retrouvent en réanimation. Donc c'est juste pour signifier que même dans nos pays, disons, avec un niveau sanitaire extrêmement important, avec une vaccination qui est maintenant obligatoire, et on a de temps à autre des pousses épidémiques, et que ces pousses épidémiques font de temps à autre des dégâts chez certaines personnes qui présentent des complications. Quant à l'âge de survenue, c'est un point qui est important également, puisque les enfants sont concernés classiquement, mais à partir du moment où les gens ne sont pas vaccinés, il n'y a pas forcément d'âge. En tout cas, l'adulte jeune peut également être concerné. Vous voyez que selon les épidémies, un tiers ou presque la moitié des cas, ce sont des adultes de plus de 15 ans qui sont concernés par cette rougeole. Alors, l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment, 2024-2025. Je vous ai mis la courbe épidémique actualisée jusqu'au 14 mars 2025. Ce sont les dernières données que j'ai trouvées, avec donc sur cette nouvelle épisode épidémique, un nombre total de cas pour l'instant, en tout cas au 14 mars, de 180 patients qui étaient concernés par la rougeole. Là encore, presque la moitié étaient hospitalisés. Et là encore, il y a un quart des patients qui avaient plus de 30 ans. Donc, il s'agit des enfants, mais il s'agit aussi de temps à autre d'adultes. Et je pense que c'est important dans l'approche diagnostique qu'on peut avoir, c'est-à-dire ne pas penser à la rougeole que face à un enfant. Sur l'épisode actuellement connu, il y a quand même 6 patients qui sont en réanimation. Et globalement, 19,5% de complications. Ce chiffre est extrêmement important et disons, à justifier également le niveau d'alerte qui est actuellement proposé par Santé publique France, donc un niveau d'alerte assez important. Sur ces complications, ce sont avant tout des pneumopathies, 20 pneumopathies. Il y a également un cas d'encéphalite. Les encéphalites, c'est souvent dramatique, puisque je rappelle qu'on n'a pas de traitement pour la rougeole actuellement disponible. Donc, on est obligé de faire comme on peut avec un traitement symptomatique, mais on n'a pas de moyen, disons, d'éliminer le virus et d'apporter un bénéfice aux patients.
Donc, complications qui sont donc fréquentes sur l'épisode actuel. C'est un point qui est assez important. Concernant les données générales, en particulier par rapport à la vaccination, puisque normalement l'ensemble de la population, en tout cas de moins de 30 ans, devrait être vaccinée, enfin même de moins de 40 ans, puisque la vaccination elle est faite en France depuis les années 80. Elle est devenue obligatoire beaucoup plus récemment, mais avant il y avait une recommandation large. Donc sur l'ensemble de ces patients, de ces 180 patients, à peu près la moitié n'étaient pas du tout vaccinés. Donc on voit bien que l'absence de vaccination est un facteur de risque majeur de développer une rougeole. Et sur les autres, 22% n'avaient qu'une seule dose vaccinale et on sait maintenant qu'une seule dose vaccinale n'est pas suffisante pour être protégé. On vous dit les autres, il y en a 19 quand même qui avaient 2 doses ou plus, donc 10%. Puis les autres, c'était un statut vaccinal inconnu. Donc globalement, les 2 doses de vaccin ne permettent pas d'avoir une protection parfaite, mais ça permet quand même, ça contribue largement à empêcher la rougeole ou à diminuer le risque de rougeole et évidemment le risque de complications également. Donc vous avez ici sur la courbe les notifications avec les différentes tranches d'âge qui sont concernées. Voilà, ça permet de voir un petit peu la répartition sur l'épidémie actuelle qui permet de contextualiser un petit peu ce début, enfin cette introduction concernant la rougeole. On a également des cas qui sont importés, c'est un élément qui est important puisque ça permet sur les 180, il y a quand même 36 cas importés, donc sur 20%. Donc ça permet encore de révéler ce qu'on a, non pas appris, mais ce qu'on a constaté déjà au moment de la Covid, c'est qu'il y a énormément d'échanges d'un pays à l'autre, que tous les pays ne sont pas forcément au même niveau de vaccination et que l'importation de maladies infectieuses est maintenant devenue quelque chose de bien connu. Voilà, je vous ai cité les pays et vous avez certainement entendu dans les médias ou dans les communiqués de presse qui avaient été faits que l'origine en particulier marocaine était considérée comme un risque parce qu'il y avait plusieurs cas qui étaient importés du Maroc et qui étaient à la source d'une contamination dans leur entourage familial proche pour des patients qui venaient rendre visite à leur famille en France. Sur l'image de droite, vous avez la répartition géographique. Donc, pour cette épidémie actuellement, l'est de la France ne fait pas partie des hauts lieux de l'épidémie. Vous voyez que c'est plus dans le nord, dans le département du Nord, qui a eu le plus grand nombre de cas, mais également sur le pourtour méditerranéen, en Île-de-France. Mais globalement, voilà, il suffit d'un cas parfois pour être la source de contamination de plusieurs personnes autour de lui et d'être le début d'une petite épidémie, comme ça s'était déjà produit dans notre région il y a de cela quelques années, en particulier dans le Haut-Rhin, où il y avait une épidémie autour d'une école où les enfants étaient relativement mal vaccinés. Donc globalement, voilà un petit peu le profil de ce qui justifie cette remise à niveau, disons, de nos connaissances et des protocoles qu'il faut mettre en place et de ce qu'il faut savoir quand on a un patient qui a une rougeole. Alors, du coup, je me suis dit, ce qui était important, c'est quand même de rappeler les symptômes de la rougeole, parce que le diagnostic passe avant tout et premièrement par l'identification de cette maladie-là. Alors, c'est une maladie qui est transmise par voie aérienne, ce point il est très connu. On la cite maintenant très souvent en référence parce que parmi toutes les maladies transmissibles, la rougeole fait partie de ces maladies qui sont parmi les plus transmissibles. Vous avez certainement en souvenir encore au moment de la Covid qu'on parlait souvent d'un R0, c'est-à-dire que c'est le nombre de personnes qui sont contaminées par un patient source, par le cas index, comme on dit. Et ce R0, il est aux alentours de 18-20, entre 15 et 20 pour la rougeole. Donc une personne contamine en moyenne 15 à 20 personnes autour de lui. Donc c'est énorme hein, pour la Covid. Souvenez-vous, au début, on était à 3, 4. Ensuite, ça a diminué, on est passé à moins de 1, et puis l'épidémie a fini par s'atténuer. Mais donc cette rougeole, elle est très transmissible. Ça, c'est un point qui est important. L'incubation, c'est un autre point qui est important parce que l'incubation, c'est ce qui permet de savoir entre un contact qu'on a pu identifier éventuellement parmi nos patients avec une autre personne source, quelqu'un qui a fait la rougeole, on a 10 à 14 jours pour que la maladie se déclare. C'est l'incubation classique. Assez précis. Il y a une fourchette. On n'est jamais avec une précision au jour près, mais c'est vraiment 10 à 14 jours. C'est pas avant, c'est pas après en général. Ça débute par un syndrome infectieux qui est très souvent assez peu spécifique, avec des signes, on va dire,
qu'on peut qualifier de virose, voilà, avec beaucoup de fièvre quand même. La fièvre est vraiment quelque chose de très élevé. C'est une maladie qui est assez parlante sur le plan clinique et qui s'accompagne donc d'une toux, souvent d'un écoulement au niveau du nez, des yeux, les yeux qui sont injectés, ce qu'on appelle le cathare oculo-respiratoire, et puis des signes un petit peu généraux. Il peut évidemment y avoir des douleurs un petit peu multiples. Les signes digestifs sont assez souvent présents. Donc, ça peut éventuellement fausser un petit peu notre raisonnement diagnostique en disant ben, il y a des douleurs abdominales, des vomissements, est-ce que ça peut pas être une infection digestive? Ben, ça peut accompagner des signes de rougeole. Donc, il ne faut pas écarter le diagnostic de rougeole devant la présence de signes comme des vomissements, voire la diarrhée. Donc, ça, c'est un point qui est important. Cette phase d'état dure 2 à 4 jours. Et puis, ensuite apparaît, toujours accompagné d'une forte fièvre, cette fameuse éruption qui est la marque un petit peu de la rougeole. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure, qui est une éruption maculopapuleuse. Donc, classiquement, si vous voyez l'incubation, c'est à peu près 14 jours après le comptage, avec une extension descendante. Donc, c'est surtout au début la tête, et puis ensuite, ça descend tout le long du corps. Cette progression de haut en bas va se faire sur une durée de 3 à 4 jours, avec des lésions maculeuses, maculopapuleuses, qui vont évoluer, qui vont devenir confluentes en laissant des intervalles de pause saine. Ça, c'est la description classique. Et puis, bien sûr, il y a un autre symptôme qui est connu, qu'on apprend tous sur les bancs de la fac, c'est le signe de Köplik, qui apparaît à la 36e heure et qui est présent jusqu'au début de l'éruption. Donc, ce qui fait l'intérêt de ce signe-là, je vais vous montrer des photos également, ce qui fait tout l'intérêt du Köplik, c'est qu'il est présent avant l'éruption. Donc, il permet éventuellement, en particulier dans un contexte d'épidémie ou de comptage, d'identifier le patient avant même qu'il ait l'éruption, donc de pouvoir également mettre en place toutes les mesures de prévention qui sont extrêmement importantes pour éviter qu'il transmette la maladie à d'autres personnes. Alors, juste avant de vous montrer les photos, un petit mot sur les complications. Donc, complications qui peuvent être digestives, des otites bactériennes, donc des surinfections bactériennes virales ou virales au niveau des poumons ou au niveau des oreilles. Donc ça fait partie des complications. Mais les complications les plus connues, ce sont surtout les complications neurologiques qui sont très rares, mais qui sont extrêmement graves, avec l'encéphalite. Vous voyez que globalement, ça représente 0,1% des cas. Cette encéphalite survient dans les suites de l'éruption. Et puis, il y a une complication qu'on voit quand même de moins en moins, qui est la panencéphalite sclérosante subaiguë, qui survient à distance de la rougeole, mais qui est quelque chose plutôt ancien. Mais l'encéphalite, liée directement au virus, elle succède donc de quelques jours à l'éruption cutanée, avec un pourcentage de 0,1%, mais vous voyez que dans les dernières épidémies, peut-être qu'on est même un petit peu au-dessus. Les complications les plus fréquentes, ce sont les pneumonies. Les pneumonies liées à la rougeole, on n'a pas de traitement spécifique. Ça peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire. C'est en particulier pour ça que les patients sont souvent hospitalisés en réanimation. Donc le traitement, c'est la ventilation invasive. Et puis on attend que ça passe. Je veux dire, et voilà, en espérant qu'il n'y ait pas une destruction trop importante du parenchyme pulmonaire. En termes de décès, on est à peu près à 0,2% des cas sur les données actuelles. Alors voilà un petit peu les images de l'éruption. Vous avez ici une éruption avec un bras et un dos. Vous avez cette éruption qui est déjà floride à un stade assez avancé, puisque ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une éruption généralisée, avec ses lésions maculopapuleuses. Alors, on voit pas le côté papuleux sur les images, mais c'est un petit peu en relief quand on touche. Et ces macules sont confluentes, mais il y a des intervalles de peau saine, contrairement à la scarlatine, et elles sont confluentes, contrairement à la rubéole, où il n'y a pas de confluence. Donc, voilà un petit peu l'éruption typique qui est là assez significatif, c'est pas toujours aussi significatif. On peut voir également ici le fameux signe de Köplik, qui est donc défini par un piqueté blanchâtre de la face interne de la joue en regard des molaires. Donc là, vous avez une molaire qu'on voit bien qui a été un petit peu trafiquée, et vous avez ce petit piqueté blanchâtre qui est bien reconnaissable sur la partie interne de la joue, qui est donc un symptôme qui est facile à reconnaître. Vous avez également la langue qui est souvent chargée, ça fait partie des symptômes qu'on a. Vous avez ici, vous voyez, une langue qui est très chargée, avec même une petite éruption au niveau de la langue. Voilà. Voilà pour le Köplik. Voilà les symptômes, le petit piqueté blanchâtre qui est au bout de ma flèche. Donc, conduite à tenir. Ce qui est important, c'est de détecter de façon précoce les cas et de confirmer le diagnostic. Ça, c'est vraiment le rôle du médecin de premier recours. Et donc, globalement, le diagnostic clinique de cette rougeole doit vraiment être évoqué sur des éléments
le diagnostic sur des éléments cliniques doit être évoqué sur des éléments cliniques, pardon, excusez-moi. Et ceci, quel que soit le statut vaccinal, hein, c'est-à-dire que le fait d'être vacciné par une ou deux doses n'est pas une garantie à 100% qu'on n'est pas porteur d'une rougeole. Donc globalement, fièvre plus éruption et au moins un des signes que j'ai noté ici, que ce soit conjonctivite, rhinite, tout, et évidemment le signe de Koplik, doit systématiquement faire évoquer ce diagnostic. Alors une fois qu'on l'a évoqué, la deuxième étape, c'est de le confirmer. Confirmer, c'est le diagnostic. Alors pour le diagnostic, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure parce que c'est un sujet qui peut prêter un petit peu à discussion, puisqu'on nous demande que la confirmation biologique doit être indispensable. Sauf quand il y a vraiment un contexte épidémiologique évident, hein, quelqu'un qui a un comptage, voilà. Et on nous demande préférentiellement d'identifier le virus de la rougeole, évidemment par des techniques de PCR, on appelle l'amplification génique, RT-PCR, peu importe, mais c'est la PCR qui permet de détecter l'ARN viral. Deux moyens pour arriver à cela. L'idéal, c'est le prélèvement de référence, c'est l'écouvillonnage nasopharyngé. Hein, je vous montre ça sur l'image un petit peu de gauche. La détection du virus, elle est identifiable entre le J0 et le J7 à partir du moment où il y a des signes cliniques. Voilà, l'idéal, donc en général, c'est quelques jours avant le début de l'éruption. On peut aller de temps à autre jusqu'à 10 jours, hein, j'ai une petite, voilà, mais l'idéal, c'est entre J0 et J7. On peut également faire ce qui est noté sur le petit schéma de droite, un prélèvement salivaire quand le frottis nasopharyngé n'est pas possible. Donc, en première intention, c'est quand même le frottis nasopharyngé, c'est le test de référence. Et on peut faire le prélèvement salivaire ou du liquide buccal à défaut, qui est positif peut-être un petit peu plus longtemps. Et sur ce prélèvement, on peut faire soit la recherche par PCR, soit la recherche d'IgM ou d'IgG salivaire, qui est une technique on va dire indirecte de détection d'anticorps dans la salive. On peut également, si on ne peut pas faire la PCR, faire la sérologie, qui est, en tout cas chez nous, à l'hôpital, encore le diagnostic qui est fait préférentiellement par notre labo, qui ne fait pas les PCR pour l'instant, mais c'est des choses qui vont changer parce qu'on a vraiment une très forte demande de prioriser la PCR plutôt que la sérologie, mais la sérologie se fait assez souvent. Et donc, en deuxième intention, on peut faire la sérologie, où c'est la recherche d'IgM. Alors, il y a différents, donc dans le sang ou dans la salive, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui donc peut se faire, qui est relativement précoce, mais qui est quand même évidemment un peu plus tardif que la détection directe de l'ARN du virus, puisqu'il faut attendre le 3e jour après le début de l'éruption pour qu'on ait des IgM qui soient positifs. Donc vous voyez que quand on est très très précoce, eh ben, la sérologie, elle peut être prise à défaut et on peut éventuellement louper le diagnostic parce qu'on est un petit peu trop tôt. Alors, il y a des alternatives également qui sont probablement, enfin, qui ne sont pas encore actuellement utilisées à grande échelle, en particulier la PCR dans les urines, qui semble prometteuse et qui peut permettre de faire un diagnostic, je sais, jusqu'à J10, qui peut être intéressant et peut-être un petit peu plus facile à faire. Donc, globalement, si on regarde une vision un petit peu globale de la chronologie des examens diagnostiques, vous avez là l'échelle avec le début des symptômes cliniques et le début des tests qui peuvent être positifs. Hein. Donc la PCR peut être positive à partir du début des signes cliniques, mais en général, voilà, au début de l'éruption, elle doit être positive. Donc voilà, ça permet de refaire un petit peu le résumé de ce que je viens de vous dire. Une fois qu'on a fait le diagnostic, notre rôle en tant que médecin ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il faut faire un signalement, puisque c'est une maladie à déclaration obligatoire. Le signalement doit être fait à l'ARS. Je vous ai mis ici le petit numéro de téléphone du point focal de l'ARS et puis le QR code où on peut transmettre les informations. Mais toute suspicion, et je précise suspicion de rougeole, doit être déclarée sans délai à l'ARS. Donc, le signalement à l'ARS peut se faire même quand on n'est pas sûr du diagnostic. Et il faut le faire le plus rapidement possible, justement pour mettre en place toutes les mesures de prévention qui permettraient de limiter l'extension et la diffusion de l'infection. Donc, globalement, tout cas cliniquement évocateur, y compris avant résultat biologique, doit faire l'objet d'un signalement. Je me répète un petit peu, mais c'est un point qui est important. Et voilà, tout moyen, téléphone, mail, etc.
Et il y a une petite fiche de déclaration obligatoire que vous pouvez récupérer sur Internet où qu'il faut renseigner pour avoir tous les éléments cliniques qui permettront après à l'ERS et à Santé publique France d'avoir les informations à la fois épidémiologiques sur l'infection elle-même, ses complications, et sur le comptage, les patients contaminants et le risque de transmission à d'autres personnes. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ensuite, il y a évidemment les mesures de contrôle qui doivent être mises en place. Sur ces mesures de contrôle, je regarde un petit peu mon heure parce que je peux passer un petit peu plus vite. Il y a l'isolement des patients suspects. Donc, comme c'est une maladie très très contagieuse, donc on demande en particulier pour les médecins généralistes ou les médecins spécialistes d'ailleurs, mais quand les gens sont passés dans la salle d'attente, de mettre à l'écart les autres patients, enfin d'éviter les croisements autant que possible. Et si une pièce est contaminée, de faire une aération de cette pièce puisqu'on sait que le virus peut persister jusqu'à 2 heures dans l'air ou sur les surfaces. Donc, il faut bien aérer pour permettre de diminuer la charge virale dans cette pièce. Bien sûr, il faut porter un masque chirurgical ou un FFP2 pour les personnes contacts. Il faut faire une hygiène des mains régulière. Éviction professionnelle ou scolaire quand il s'agit d'enfants pendant toute la période de la contagiosité. Donc la contagiosité, c'est dès les premiers symptômes, donc dès la fièvre, je veux dire avant l'éruption, c'est ça qui est important également. Et c'est jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Donc on a grosso modo une période à peu près d'1 semaine de contagiosité. Les sujets qui sont considérés comme contacts, c'est toutes les personnes qui ont fréquenté les mêmes locaux que le sujet infecté. Donc, on n'a pas besoin, dans les 2 heures qui suivent, puisque le virus peut rester en suspension 2 heures. Donc, c'est très très large. On n'a pas besoin de rester ou d'avoir un contact très très proche, d'avoir toucher le patient, d'avoir le simple fait de l'avoir croisé dans un local qui peut être contaminé suffit. Donc une salle d'attente, c'est largement suffisant pour être considéré comme un cas de contact si on a transité dans la même salle d'attente que le patient source. Et ce qui est important également, ce qu'on nous demande, c'est d'identifier les personnes à risque de forme grave, pour lesquelles il peut y avoir des mesures de prophylaxie secondaire. Alors c'est surtout les tout petits nourrissons de moins de 12 mois, donc avant qu'ils soient vaccinés, les personnes immunodéprimées qui ne sont pas vaccinées ou qui répondent mal à la vaccination s'ils ont une vaccination avant leur immunosuppression, et les femmes enceintes. Alors je vous ai mis 2 schémas que j'ai pris, qui sont faits par le CEPIAS, donc le Centre de prévention des infections. Je trouvais que c'était pas mal, ça permet de revenir un petit peu, mais c'est des algorithmes, donc ça permet de voir un petit peu où on est. Quand il y a un sujet contact, vous voyez, nourrisson moins de 6 mois, de 6 à 11 mois, selon que la mère soit immunisée, selon le moment du comptage, on peut voir un petit peu ce qu'on peut faire. S'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas vacciner les enfants, parce que le vaccin, il lui faut un certain temps pour être efficace. Si on veut être efficace tout de suite, c'est-à-dire si le comptage est déjà relativement ancien, à ce moment-là, ce sont les perfusions d'immunoglobulines qu'on peut faire. Et là, évidemment, il faut vous adresser dans un service hospitalier quand c'est des enfants en pédiatrie, quand c'est des adultes, par exemple dans le service de maladies infectieuses, pour l'administration de ces immunoglobulines. Si on a le temps de faire la vaccination, évidemment, si le comptage est tout récent, il faut faire la vaccination. Et la perfusion d'immunoglobulines va également être destinée aux patients fragiles à qui on ne peut pas faire la vaccination parce qu'ils sont immunodéprimés. Et ça, c'est pour les enfants de plus de 12 mois ou pour les adultes. Je l'ai coupé en 2 morceaux où on essaie de vacciner. Alors, c'est vraiment une course contre la montre. On a très peu de temps, d'où tout l'intérêt de faire le vaccin de façon très, très précoce. On a 72 heures après le comptage pour faire la vaccination pour que cette vaccination soit efficace grâce à l'incubation qui fait 10 à 14 jours. Au-delà de ce délai-là, il faut discuter des immunoglobulines. Donc voilà ce qui est détaillé un petit peu sur ce schéma-là. Pour les patients fragiles, donc je l'ai déjà dit, mais c'est noté ici, immunoglobuline polyvalente dans les 6 jours suivant le comptage. Et il y a également une recommandation de vaccination chez les professionnels de santé ou chez les personnes chargées de la petite enfance. Donc il faut vraiment vérifier les carnets de vaccination et mettre tout cela complètement à jour. Globalement, pour la prévention, je parle aussi un petit peu de vaccination. Il faut vérifier le statut vaccinal, compléter les vaccinations de toutes les personnes en contact avec un cas. Mais j'ai envie de dire, presque en période d'épidémie, n'hésitez pas à vérifier le statut vaccinal chez l'ensemble des patients. C'est ce que j'ai mis sur la dernière phrase. C'est toujours l'occasion de remettre ça un jour, sachant qu'il y a un point crucial, une année qui est l'année 1980. Avant 1980, on n'avait pas le vaccin ROR. Donc les personnes qui sont nées avant 80, les vieux comme moi, la plupart du temps, on a fait la rougeole. Donc vérifiez bien dans le carnet de vaccination si il est bien noté, spécifié que la rougeole a été faite. Si c'est pas fait, il est jamais trop tard pour les vacciner.
Et après 80, il y a une période un petit peu où on a une recommandation de faire qu'un seul vaccin. Pendant plusieurs années, il y avait cette recommandation-là. Et ensuite, il y a une recommandation de faire un rattrapage, de faire une deuxième vaccination de rattrapage. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, actuellement, et c'est pour ça que les sujets souvent plus à risque, ce sont les sujets qui sont nés entre 80 et 85, qui ont donc, voilà, à peu près une quarantaine d'années, un petit peu plus. Et souvent, ils ont qu'une seule injection qui ne les protège pas bien et ils ont loupé le rattrapage vaccinal quand ils étaient tout petits, comme c'était assez fréquent à ce moment-là. Et donc, du coup, ils n'ont pas fait la rougeole parce qu'ils ont quand même une injection, mais ils sont pas plus bien protégés parce qu'ils n'ont qu'une seule injection. Et c'est souvent ce groupe de patients qui est plus à risque de faire une rougeole actuellement, en ce moment. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire et l'élément qu'on peut avoir en tête pour faire attention à cette vaccination. Pour les professionnels, je vous ai mis un petit peu les recommandations. C'est du copier-coller hein, sur les recommandations pour les professionnels. Donc voilà, il faut être particulièrement vigilant et puis vous pouvez vous y référer. Et puis si c'est comme ça va être en replay, vous pouvez vous mettre la diapo pour lire précisément tout ce qui est marqué sur cette diapo qui est un petit peu chargé. Il y a une question du docteur Spader, enfin de deux docteurs d'ailleurs dans la conversation. Je vais poser la première. Oui. Pour la vérification du statut vaccinal chez les adultes qui ont perdu leur carnet de santé, est-ce qu'on propose une sérologie? Alors, la sérologie, on considère qu'il faut pas la faire. C'est-à-dire que si on n'a pas d'information, il vaut mieux faire la vaccination. De toute façon, disons, si, enfin, il vaut mieux vacciner, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le grand message. On nous dit, s'il y a un moindre doute ou s'il y a quelque chose, vacciner. Alors, évidemment, si sur le carnet de vaccination, sur le carnet de santé, vous avez une notion de rougeole qui est bien spécifiée, on peut considérer que la personne a fait la rougeole. Si on veut faire une sérologie en plus, on peut le faire, mais cette personne, si c'est vraiment une rougeole qui a été faite, elle est bien immunisée, il n'y a pas de problème, quoi. Tout ce que je veux dire, c'est la sérologie, pardon, excusez-moi, la sérologie, parfois, elle n'est pas toujours d'une grande aide. C'est-à-dire que il peut y avoir des faux positifs, il peut y avoir des faux négatifs, et donc on se méfie un petit peu du résultat de la rougeole. Ça peut être un argument supplémentaire si on veut vraiment se donner les moyens d'être certain, mais voilà. Ensuite, cette sérologie, elle est d'aucune utilité quand il y a une situation d'épidémie où il faut aller vite. Hein. Je veux dire, si c'est au contact de quelqu'un qui était malade, ne comptez pas sur la sérologie parce que ça va vous faire retarder les décisions et là, il vaut mieux vacciner rapidement. Quitte à ce qu'on vaccine quelqu'un qui a déjà eu la rougeole et qui est déjà immunisé, c'est pas très grave, il n'y a pas de risque par rapport à ça. Du coup, il y a une autre question, mais qui est la même chose. Est-ce que cela a un intérêt de vérifier la sérologie rougeole après deux injections, notamment chez les professionnels de santé, pour être sûr de la bonne protection? Non, c'est pas recommandé. On considère que deux vaccins, c'est bon, c'est pas la peine de faire de recommandations comme on le ferait pour l'hépatite B. Hein. Je comprends bien la question. Donc c'est pas la même. En tout cas, actuellement, c'est pas recommandé. Peut-être qu'un jour ce sera, mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de ce type-là. Merci. Donc du coup, je voulais parler un petit peu de vaccins, mais j'ai fait un petit encart sur rougeole au temps de la désinformation parce que je trouve que c'est un sujet aussi d'actualité. Mais je vais peut-être passer assez vite, mais parce que j'ai pris des diapos que j'ai emprunté à Christophe Haumel, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est notre référent vaccination, qui travaille au centre de vaccination international dans le service des maladies infectieuses. Mais je trouve que c'est quand même bien parce qu'on a parfois aussi, je pense que vous avez aussi ce genre de choses. Donc pour ceux qui veulent revenir, voilà, c'est très illustré. Il y a une BD qui a été faite sur une affaire qui s'appelle l'affaire Wakefield. Je vais passer peut-être un peu vite, mais c'était assez ancien, mais on en entend encore parler malheureusement, où le ROR, la vaccination ROR, avait été incriminée dans les autismes chez l'enfant. Et tout ça, c'était parti sur une fausse étude qui avait été publiée dans une revue qui s'appelle le Lancet, qui est donc une revue extrêmement connue. Et en fait, cette revue avait été publiée par un auteur qui s'appelle Wakefield, d'où l'affaire Wakefield, et il s'était rendu compte qu'en fait, cet auteur avait énormément de conflits d'intérêts, même financiers, qui faisaient qu'il avait intérêt à publier une étude qui mettait en cause le vaccin contre l'aurore. Et en fait, ça a été bien clairement, complètement détricoté par un journaliste qui s'appelle Monsieur Deere, qui a pu clairement faire la preuve que l'étude elle-même était complètement faussée.
que c'était vraiment une fake étude. Hein, voilà, c'était pas juste, qu'elle avait été complètement montée, qu'elle était tout à fait frauduleuse, et que voilà, je passe un peu plus vite, mais qui a encore des conséquences actuellement, puisque finalement l'étude a été rétractée. Ça c'est plutôt bien que le Lancet a été effectivement a dit bah, cette étude on va la retirer, mais il y a quand même eu un coup parce qu'il a dû il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour contrebalancer les effets pour prouver que la vaccination était tout à fait sécurisée par rapport au risque d'otite, avec des conséquences humaines également, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole, la rougeole, les oreillons, les rubéoles, et qui ont donc fait des infections avec peut-être des morts par rougeole du fait des conséquences indirectes de tout ça. Tout ça pour dire que voilà, ça a quand même fait beaucoup réfléchir. Actuellement, avec Trump, on est dans un monde un petit peu qui laisse la place à ce genre de méthodes, de pratiques. Et il faut évidemment enfin, complètement empêcher ça. Donc c'est juste un petit encart pour finir sur la vaccination. Vaccination rougeole que vous connaissez, hein, c'est la dernière partie assez rapidement. J'ai quelques données, mais qui sont un peu anciennes sur les taux de vaccination dans l'Est. Voilà un petit peu les données qui donc c'est les données des enfants qui n'ont pas reçu la vaccination à les 18%. Donc voilà, on est à un peu plus de 80% de couverture vaccinale, avec toujours pour ceux qui verraient un petit peu les régionaux de l'étape, dans le Bas-Rhin, ça va, c'est pas trop mal. Dans le Haut-Rhin et dans le sud du Bas-Rhin, il y a un peu moins de vaccination. C'est pas trop pourquoi, mais la couverture est un peu moins bonne pour l'ensemble des vaccinations. Et ça, ce sont les données françaises qui sont plus actuelles, hein, où voilà, là on est en 2018, mais voilà, si on voit sur les données très actualisées en 2022, on est à un taux de couverture vaccinale pour les deux départements 67-68 qui sont à un peu plus de 90%. Donc globalement, c'est pas mal. On va dire c'est pas mal. On peut faire également le taux de corrélation entre la couverture vaccinale et les épidémies, puisque depuis que la couverture, alors je remets, hein, ça c'est 67-68, voilà. Au niveau français, je suis passé un peu plus vite, mais depuis 2018, on est à plus de 90% de couverture vaccinale en France. Et puis, bah, depuis 2018, vous voyez que globalement, il n'y a plus de grandes épidémies, d'énormes épidémies de rougeole, enfin, il y a moins de rougeole que ce qu'on avait auparavant. Donc, globalement, sur le plan de la santé publique, le fait d'avoir une couverture vaccinale à plus de 90% est devenu vraiment un objectif parce que c'est ce qu'il faut pour limiter la diffusion et la circulation du virus. Et on voit bien, disons, on a vraiment cette corrélation. Donc voilà un petit peu, bon c'est quelques chiffres pour finir, hein, mais je suis à peu près au bout de mon topo sur une demi-heure. Bah, plutôt que celle-là, j'aimerais bien juste les deux dernières diapos que j'ai encore à vous montrer pour l'impact des vaccinations de routine de l'enfant. C'est une diapo un peu générale là qui avait été présentée il y a maintenant pas mal de temps par Jacques Gaillat, qui est notre collègue infectiologue d'Annecy, qui avait fait un travail pour dire combien finalement de cas et de vies étaient sauvés par les différentes vaccinations. Alors, vous voyez, pour la rougeole, 3000 cas pourraient être sauvés s'il y avait une couverture vaccinale donc de 100%. Donc, c'est pas négligeable et ça permet également, je pense, d'avoir des éléments parfois chiffrés qui permettent d'argumenter l'utilité et l'importance de ces vaccins pour nos patients qui pourraient être un petit peu réticents pour la vaccination. Voilà, et puis pour la rougeole, hein, voilà, pour le détail, combien de cas d'encéphalite on pourrait éviter, ont été évités après 35 ans de vaccination en France. Alors c'est une estimation, évidemment, hein, c'est des chiffres qui sont estimés, mais qui sont quand même une estimation qui se base sur des calculs sur l'état des connaissances, de la couverture vaccinale, etc. Donc on peut estimer qu'il y a 16 000 cas d'encéphalite qui ont pu être évités après 35 ans de vaccination en France. Moi, je trouve que c'est pas mal et je pense que c'est un chiffre qu'il faut retenir quelque part. Donc voilà, en termes de conclusion, savoir évoquer la maladie sur des éléments cliniques et épidémiologiques, je pense que ça c'est très très important. Vigilance par rapport à la confirmation du diagnostic, j'ai peut-être pas beaucoup insisté là-dessus, c'est pour ça que je l'ai encore mis dans la conclusion. Il faut avoir des examens qui sont réalisables facilement. Donc voyez avec vos labos ou votre labo
ce qu'il peut faire et rapidement, parce que même on peut signaler avant d'avoir la certitude, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir la confirmation du diagnostic. Je pense que c'est un point qui est important. Et puis évidemment, pas oublier que la prévention reste le meilleur moyen de lutte contre la rougeole et bien être vigilant par rapport à une vaccination qui doit être maintenant systématique. Et quand on a un doute sur soit une immunité post-infectieuse chez les gens de plus de 45 ans, ou d'une vaccination qui a été faite, n'hésitez pas à remettre à jour la vaccination. 2 injections, quelle que soit la distance entre ces 2 injections, qui sont considérées comme suffisantes pour avoir une protection extrêmement performante. Voilà. Merci à vous pour votre attention. D'accord, merci beaucoup. Alors, si quelqu'un alors c'était très clair, mais si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour la poser, si jamais, ou l'écrire dans le chat, mais ça sera mieux à l'oral, je pense. Après, je pense que vous avez répondu à beaucoup de choses, mais au cas où. Okay. Moi, j'avais juste une petite question. Merci beaucoup pour la présentation. Autour du masque, du coup, on est plutôt sur un FFP2 quand même que sur un masque chirurgical. Alors, j'ai un sourire un peu crispé. Parce que j'ai pas trouvé de choses très claires sur ce point-là. Depuis la Covid, en fait, ça a rebattu un petit peu toutes les cartes de la protection. Voilà. Maintenant, du coup, la rougeole est quand même très contagieux. Donc, on considère que le FFP2, c'est ce qu'il faut mettre comme masque pour être vraiment bien protégé. Maintenant, le but du FFP2, c'est d'éviter de respirer ce qu'il y a dans l'air. Donc, finalement, c'est tout à fait adapté à la rougeole. Maintenant, de plus en plus, on se rend compte que le masque chirurgical simple a quand même une certaine protection. Mais globalement, on reste sur ce que j'ai marqué pour les sujets contacts. S'ils veulent pas, eux, se contaminer au contact de quelqu'un, on met le FFP2. Donc nous, en tant que soignants, si on a un patient qui a une rougeole ou qui est suspect de rougeole, il faut mettre le FFP2. Pour le patient, lui, il peut porter un masque chirurgical parce que le masque chirurgical évite qu'il postillonne un petit peu partout. Mais je pense pas que ça a été vraiment évalué, l'efficacité d'un masque chirurgical. Est-ce que ça l'empêche de contaminer les gens autour de lui? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, nous, pour les soignants, c'est plutôt le FFP2 qu'il faut mettre pour l'instant, sachant que très régulièrement, nos collègues d'hygiène viennent avec des études qui montrent qu'en fait, on peut peut-être un petit peu, on va dire, moduler un petit peu tout ça. Ok, super, merci beaucoup. Il y avait une autre question? Non, j'ai l'impression que tout est très clair. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Hansmann, pour cette présentation qui sera donc disponible bientôt. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà. Et Merci à des vous. merci qui sont écrits dans le chat. Donc, Je vois, je me suis mis le chat. Donc, merci à vous aussi. Et puis à l'année prochaine. merci. Au revoir. Merci.